Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, des procès qui s'enchaînent outre-Atlantique. Donald Trump était convoqué devant la justice. Quelles sont ces nouvelles affaires? Quels risques sur les campagnes en cours? On va poser la question à un ancien procureur fédéral dans quelques instants. L'ONU donne enfin son feu vert à l'envoi d'une force internationale en Haïti. 1 millier d'hommes doivent être dépêchés sur l'île où, vous le verrez, la situation est toujours plus chaotique. Chloé Levernier sera avec nous dans un instant. Et puis nous nous rendrons à la fin de ce numéro dans les favelas brésiliennes, quartier autrefois oublié des grandes marques, aujourd'hui devenu une cible privilégiée. Nous vous expliquerons pourquoi. On commence donc ce numéro avec notre chiffre de la semaine, 269 jours. Record de longévité la plus courte pour un speaker. Pour la première fois dans l'histoire du Congrès américain, le chef de la Chambre des représentants, dit aussi le speaker, a donc été évincé de son poste, victime de querelles fratricides au sein de son parti. Kevin McCarthy a été destitué à 216 voix pour, dont 8 élus républicains. L'aile droite du parti lui reprochait notamment d'avoir négocié avec les démocrates. Pendant que les républicains s'écharpaient au Congrès, Donald Trump, lui, répondait à une nouvelle convocation en justice. Entouré d'avocats, il s'est présenté, et c'est notre image de la semaine, en début de semaine au palais, vous le voyez, de justice de Manhattan pour son procès au civil, accusé d'avoir surévalué avec 2 de ses fils leur patrimoine immobilier. L'ancien président américain a dénoncé un simulacre de justice. On en parle avec vous, Eric Lissan. Bonjour, vous êtes ancien procureur fédéral, enseignant à HEC Paris. Donald Trump devant la justice, une nouvelle affaire au milieu d'une longue série. Que risque-t-il au juste ? Là, il risque toutes les opérations de ces entreprises à New York, même l'immeuble central de toute son marque, le Tour Trump, qui était essentiellement déclaré une escroquerie, une fraude devant la justice. Et la question là, c'est combien de dommages doivent-ils payer et doivent ces entreprises familiales payer? Et comment est-ce qu'on va couper les opérations de toutes les affaires Trump dans l'État de New York? Donc, c'est très grave pour lui et nous voyons là, justement, qu'il est très, très perturbé par tout ce qui se passe. Mais ça, c'est un procès civil, donc dans celui-là, il ne risque pas la prison. Voilà, Trump mis en cause dans 4 autres affaires. Que risque-t-il dans les autres? Quel procès va-t-il falloir suivre avec grande attention? Pour focaliser sur les affaires pénales, c'est là où il risque la prison. Il y a le procès pénal fédéral à Washington qui aura lieu dans le mois de mars. Il y aura un autre procès pénal fédéral qui débutera en principe dans le mois de juin en Floride pour le vol des secrets de renseignements, des plans de bataille de guerre et des secrets nucléaires et tout ça qu'il a gardé contre la loi avec lui à sa résidence à Mar-a-Lago. Et en plus, il y a une affaire de l'État de Georgie à Atlanta, dans le comté de Fulton County en Georgia, qui est censé démarrer aussi dans l'été de 2024 en principe, qui est aussi une affaire pénale contre lui et 18 autres complotistes. Donc, ça sera des mois dans l'avenir très, très chargés pour M. Trump. Merci beaucoup, Eric Lissan, d'avoir été notre invité. Allez, direction Haïti, à présent, pour vous parler de cette décision qui se faisait attendre. Lundi soir, le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert à l'envoi dans le pays d'une force internationale menée par le Kenya pour aider la police haïtienne à lutter contre les gangs. En Haïti, les autorités semblent impuissantes face à ces groupes armés qui contrôlent la majorité de Port-au-Prince. C'est dans ce contexte qu'un pasteur évangélique et ses fidèles ont tenté d'attaquer un gang eux-mêmes dans le nord de Port-au-Prince. C'était le 26 août dernier. Et pour en parler, on accueille Chloé Levernier. Bonjour Chloé, journaliste aux Observateurs de France 24. Vous allez revenir sur cet événement dans une émission spéciale qui sera diffusée sur notre antenne à partir de samedi. Que s'est-il précisément passé ce jour-là ? Alors, tout a commencé par une grande messe dans l'église évangélique de ce pasteur, Marc-Aurèle Zidore, qu'on appelle aussi pasteur Marco. Donc, le pasteur a galvanisé ses fidèles. Il leur a dit qu'ils allaient attaquer les gangs, un message qu'il avait déjà fait passer la veille.
Ensuite, juste après la messe, ils ont commencé à marcher en direction de Canaan. C'est un quartier du nord de Port-au-Prince. C'est le fief d'un gang qu'on appelle les talibans. Donc dans la marche, on avait des fidèles armés de bâtons et de machettes. Malheureusement, quand la foule est arrivée à Canaan, le gang a répliqué en leur tirant dessus. Donc aucun bilan des victimes n'a été diffusé par l'État et par l'Église. Cela dit, si on comptabilise les cadavres qu'on voit dans des vidéos qui ont été diffusées par les gangs, on peut déterminer qu'au moins 21 personnes ont été tuées ce jour-là. Cela dit, le bilan pourrait être beaucoup plus lourd parce que des personnes sont portées disparues depuis le 26 août. Une question qui se pose, c'est comment on en est arrivé là, de simples fidèles qui vont à main nue affronter des gangs aussi bien armés. Ça, en plus, c'est de notoriété, tout le monde le sait. Hein. Oui, alors, il y a plusieurs explications. Déjà, pendant la messe, le pasteur a dit à ses fidèles que Dieu allait les protéger contre les balles, contre les gangs. Et puis, ce pasteur a des pratiques assez proches du vaudou. Donc, il a aussi dit à ses fidèles, par exemple, de ramasser des petites pierres sur le sol en leur disant que ces petites pierres allaient les protéger contre les balles, là encore. Donc, ces fidèles faisaient confiance au pasteur, donc ils l'ont cru. Et s'ils l'ont cru, c'est aussi parce qu'il y a un certain manque d'éducation parmi les fidèles. Et ensuite, on revient au problème donc, de l'impuissance de l'État face aux gangs. À ce sujet, on va écouter Aristide Deslandes, un journaliste haïtien qui est spécialiste des religions. L'État est irresponsable, et l'État est en mauvais état. Bon, puisque l'État est irresponsable, puisque l'État ne fait pas ce qu'il doit faire, donc on a des particuliers qui essaient de faire ce que l'État devrait faire. C'est pas un pasteur de penser dans l'idéologie des gangs. Non, il n'a pas ni la loi avec lui pour faire ça. Il n'était pas vraiment légitime. Donc on a eu ce qu'on a eu parce que l'État est irresponsable. Donc, pour rappel, ce n'est pas la première fois que des particuliers tentent de s'en prendre directement aux gangs. En avril, des habitants avaient commencé à pourchasser les personnes qu'ils soupçonnaient d'appartenir à des gangs, parfois pour les tuer. C'était un mouvement de justice populaire qu'on avait appelé Bois Calais et dont on avait parlé ici dans cette émission. Pour en revenir aux événements du 26 août dernier, quelle a été la réponse de l'État ? Alors, la police a ouvert une enquête. Elle a aussi dit qu'elle n'avait pas été prévenue de cette marche, qu'elle avait essayé de l'empêcher. Le gouvernement a annoncé la suspension provisoire de l'Église, mais c'était avant tout pour empêcher des représailles contre l'Église de la part des familles des victimes. Donc, il y a eu des réactions. Reste à voir si les enquêtes permettront de rendre justice aux personnes tuées le 26 août. Merci beaucoup Chloé. Je rappelle le titre de votre émission spéciale, donc apparaître sur nos antennes dès samedi et sur les réseaux sociaux évidemment. Haïti, des fidèles sous les balles. Direction maintenant le Brésil, deuxième pays plus grand consommateur de réseaux sociaux au monde. Le pays compte environ 500 000 influenceurs. C'est bien plus que des médecins, des dentistes ou des avocats. Parmi eux, une nouvelle catégorie intriguée commence à passionner les marques, les influenceurs des favelas. Des ambassadeurs potentiels d'un marché en devenir. Selon une étude récente, 95% des habitants de ces favelas possèdent un téléphone. Plus de la moitié d'entre eux achètent en ligne des produits de consommation courante, de l'électroménager. De quoi faire évidemment tourner les têtes. C'est un reportage signé Fanny Lothaire et Louise Rollet. Des hauteurs de sa favela dans la zone nord de Rio, Blue aide ses 280 000 followers dans leur quotidien. Trouver un crédit pas cher pour, comme elle, réaliser des travaux. Ou encore ici en égérie de la Compagnie des Eaux pour faire la promotion du tout à l'égout. À ses 3 millions de fans, Rafael Vicente, lui, fait la pub d'une célèbre marque de tongs portée par des millions de Brésiliens et autant d'habitants des quartiers populaires dont il veut redorer l'image. Dentro das comunidades há vida, talento, cor, conhecimento e humanidade. Des quartiers autrefois oubliés des grandes marques qui ont aujourd'hui compris leur incroyable potentiel économique. L'an dernier, les habitants des favelas ont généré un PIB de près de 40 milliards d'euros. Un nouveau marché qui a son propre salon, comme ici, à Belo Horizonte. Des centaines d'entrepreneurs digitaux des favelas de la région viennent se connecter à un public qui n'a parfois jamais entendu parler d'eux. Une manne financière qui n'a pas échappé à Celso Ataïde, entrepreneur réputé
qui a grandi dans ces quartiers. Les grandes entreprises veulent en général parler à des grands influenceurs qui ont des 15 millions, 20 millions de followers. Mais ils ne vont pas utiliser le genre de parfum que vous aimez ou les produits pour cheveux que vous utilisez. Il a créé Digital Favela, une pépinière d'influenceurs qui met en relation des marques et des jeunes comme eux. Par exemple, toi, quels ont été tes 2 derniers partenariats? Moi, j'étais moto-taxi à l'époque et j'ai réussi à intéresser une marque, Honda, qui vend des motos. On doit exiger une réparation historique, oui, mais on ne doit pas avoir seulement cet argument en étendard. Si on vit dans un pays capitaliste, alors on doit utiliser le capitalisme comme une arme qui nous appartient aussi, et ne plus le subir. Sinon, on va continuer de se plaindre qu'on est discriminé et que seuls les Blancs ont le droit de gagner de l'argent. Réparer les inégalités raciales en répartissant les richesses. Au Brésil, plus de la moitié de la population est noire. La majorité habite dans les favelas. Avocate de formation, Erika a tout perdu durant la pandémie. Elle est aujourd'hui influenceuse et choisit ses partenariats. Quand j'étais à l'université publique, je n'avais pas d'argent. Aujourd'hui, je fais mon master dans cette école privée où je rêvais d'étudier et j'en fais la pub. C'est une grande fierté pour moi. Je m'identifie à ce que je vois. Donc si je vois une personne issue de la favela qui parle d'une marque, je me dis, mon Dieu, si lui en parle et la représente, alors c'est que c'est bon. Connecteur de talents des favelas et de marques, Celso et son idée ont déjà fait le tour du monde, au Forum économique de Davos et l'an prochain en France, où il souhaite exporter son concept dans les banlieues de Paris et de Marseille. Et c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même continent. À très vite.